tout de suite, ils m'ont arrêté rapidement en disant désolée madame, mais ce poste n'est pas du tout fait pour vous. Oui, sans hésiter, oui. Oui, un conseil qui n'a pas été demandé n'est jamais efficace. La cause, la racine, c'est vraiment quelque chose de traumatique en profondeur qui s'est mis en place peut-être dans la petite enfance ou même quand la personne était encore dans le ventre de sa mère. Alors aujourd'hui dans le podcast, j'ai le grand plaisir de recevoir Cool. Bonjour et bienvenue dans Storytown et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour tout le monde et merci à toi aussi de m'avoir invité. Alors pour commencer, est-ce que tu peux juste un petit peu te présenter puis ensuite on va enchaîner la discussion à partir de là. D'accord. Kulu Ranjiamana, j'utilise souvent comme présentation, je suis une femme qui est à la fois maman de 3 enfants et je suis psychologue à la fois psychologue, psychothérapeute et psychologue du travail et des organisations. Et je suis malagasy et entrepreneur malagasy. Wow, ok. Alors peut-être, dès le départ, est-ce que tu peux un peu nous aider à comprendre la différence qu'il y a dans ton travail entre quand tu as ta casquette de psychologue, psychothérapeute et psychologue du travail. Okay. Ouais. Alors, psychologue, psychothérapeute, c'est plus psychologue clinicienne. C'est-à-dire, pour simplifier, c'est un peu comme un médecin qui reçoit soit dans une clinique, soit dans son cabinet privé. Donc, qui reçoit plus les gens en individuel ou en couple ou en famille pour leurs problématiques. Généralement, les gens viennent consulter pour leurs problématiques personnelles, mais il y en a quand même qui viennent consulter en privé, du coup, pour leurs problématiques professionnelles aussi. D'accord. Par contre, psychologue du travail et des organisations, c'est un psychologue soit qui est vraiment employé, salarié au sein d'une organisation. Et quand on parle d'organisation, donc c'est entreprise, mais ça peut être aussi association ou ONG comme type d'organisation, organisme international. Et puis, ça peut être quelqu'un qui travaille plus sous le format consultance pour le compte d'une organisation. D'accord, ok. Tu es né avec une passion directement pour la psychologie, en fait, ou comment t'en es arrivé à là Ah oui. Alors, c'est une petite histoire, une petite anecdote, on va dire, c'est que dans ma génération, on va dire, il n'y avait pas encore eu de parcours d'orientation comme actuellement, il y a beaucoup de salons, etc. Pour ça, donc, quand j'ai fait mes études, à la fin, j'ai plutôt choisi comme filière d'études universitaires, quelque chose pour lequel le débouché est assuré. Donc, j'ai choisi l'INSCAE, la comptabilité audit, en sachant que j'étais pas tellement convaincue de ça. Ça ne me parlait pas tellement, mais c'était le raisonnement à l'époque, en fait, de notre génération. Il faut trouver un travail où le débouché est assuré. Donc, j'ai choisi l'INSCAE. Et puis, en ayant étudié, en ayant fait 5 années d'études dedans, après, à la fin de la 5e année d'études, on m'a proposé de poursuivre en doctorat à l'étranger, mais j'étais un peu étonnée parce que quand on m'a fait cette proposition, je n'étais pas à 100% contente, alors que j'en rêvais avant. Ah ouais, okay. Oui, et j'étais un peu étonnée en me disant mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi je ne suis qu'à 50% contente de cette proposition. Et du coup, vraiment, je leur ai répondu j'aimerais d'abord expérimenter et pratiquer ce que je viens d'étudier et je reviendrai vers votre proposition plus tard parce que c'était pour devenir enseignante, chercheur. Et ils ont accepté. Est-ce que tu sais ce qui est plus rapide qu'un coup de fil pour dire salam à la famille? Envoyer de l'argent avec TapTapSend. Avec 0 frais d'envoi,
un transfert ultra rapide et super sécurisé, tes proches reçoivent l'argent directement sur leur téléphone via Mvool, Orange Money ou Airtel Money. En plus, pour ton premier envoi, on t'offre 5 € si tu utilises le code STORY261. Alors, pourquoi attendre? Télécharge tout de suite l'application TapTapSend et envoie dès à présent de l'argent à tes proches en un instant. Et puis, oui, à un moment donné, pendant cette période où j'ai commencé à travailler auprès de différents cabinets de conseil, d'audit et d'expertise comptable, que je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout faite pour ce métier finalement, parce que je voyais beaucoup la différence entre moi et les autres collaborateurs qui étaient beaucoup plus à l'aise, qui avaient beaucoup plus de facilité. Donc là, je commençais à me demander, mais pourquoi je suis là en fait et où est-ce que je dois aller, mais comment je vais faire alors par rapport à mon avenir. À un moment donné, j'ai fait une pause. Et lors de la pause, après petite réflexion et puis aussi le contexte économique faisait que je devais reprendre mes études parce que j'avais déjà, enfin pas mes études, le travail plutôt, parce que j'étais déjà mariée avec 2 enfants, mais en bas âge à l'époque. Donc de nouveau, j'ai cherché du travail dans le domaine de l'audit. Je voulais postuler pour un poste d'auditeur interne. Et donc, j'ai passé des tests et un entretien. Et au cours de l'entretien, c'était un entretien très catastrophique. Ah ouais? Oui. Ah ouais. Parce que, la première partie, présentez-vous, ça allait. Oui. Mais quand on a commencé à me poser les questions techniques, tout de suite, ils m'ont arrêté rapidement en disant... Désolée madame, mais ce poste n'est pas du tout fait pour vous. Donc oui, j'ai vécu comme n'importe qui la honte un peu en me disant ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais ici? J'ai eu du mal à trouver la porte de sortie. Mais en même temps, ils m'ont dit ce poste n'est pas fait pour vous, mais regardez le résultat de vos tests. Parce qu'il y avait des tests de personnalité parmi les tests. Et du coup, à la maison, j'ai regardé les résultats et c'est là que ça m'a révélé. Parce que en fait, quand j'étais en classe terminale, quand j'ai découvert la psychologie en étudiant la philo, ça m'a vraiment, j'ai eu un coup de cœur déjà. Mais après, comme il n'y avait pas d'études pour ça ici à Madagascar et que mes parents n'avaient pas les moyens de m'envoyer à l'étranger, j'ai oublié ça, j'ai mis ça de côté. Et du coup, c'est là que ça m'a rappelé un peu. Mais c'est vrai que j'avais cette passion parce que les résultats des tests révélaient que j'étais vraiment faite pour le domaine des sciences humaines. Donc, plus l'humain que les chiffres. Waouh. Ok, waouh. Et donc, à partir de là, tu te dis quoi? Tu te dis, bon, j'arrête de chercher du travail dans le domaine de l'audit et de la compta et essaie de me concentrer du coup sur les sciences humaines. Oui. Ça a été vraiment un gros déclic. Je sais pas, c'est ma personnalité aussi peut-être qui m'a poussée justement à me dire il faut absolument que je trouve un moyen de travailler dedans. Donc j'ai commencé à chercher et ça a pris beaucoup de temps parce que il y avait pas encore de filière d'études en psychologie à l'époque, mais pendant le temps où je faisais mes recherches pendant quelques mois, coup du destin peut-être, je sais pas. Il y a eu le département de psychologie de l'UCM qui a ouvert ses portes. Ok, incroyable. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, voilà. C'est tout ce que je demandais. Exactement. Okay. Et ça, je pense que le test dont tu parles, je sais pas aujourd'hui, j'avoue, parce que bon, ça fait quelques temps que j'ai pas étudié, mais je pense que parmi tous les jeunes aujourd'hui qui arrivent sur le marché du travail, je pense qu'il y en a pas 50% qui l'ont fait, tu vois. Je pense qu'il y a peu de gens qui l'ont fait. C'est clair. Est-ce que tu sais peut-être si on tape juste sur Google test de personnalité, c'est ce qu'il faut faire et puis tout de suite il y a des quiz en ligne un petit peu ou ça se passe comment si on veut se connaître un peu mieux en fait justement pour essayer de trouver sa voie? Oui, ça peut aider, mais ça peut être insuffisant dans le sens où moi j'ai vraiment eu la chance parce que c'est quand même un test particulier, c'était quand même une grosse boîte, donc vraiment c'était un test particulier, donc j'ai vraiment eu cette chance là, mais c'est vrai que je pense pas que tout le monde puisse avoir accès à ce genre de test vraiment précis et pointu.
Mais par contre, oui, ça peut aider de taper sur Google, de passer un peu des tests de personnalité. Je pense que beaucoup ont déjà passé avec 16 Personalities pour MBTI. Ben ça aide déjà à mieux se connaître. C'est déjà une piste à prendre, mais il faut faire attention aussi parce que sur Internet aussi, on peut trouver de tout et de rien. Donc, il faut plus, on va dire, prendre ce qu'on trouve sur Internet qui est gratuit comme à titre informatif, mais ne pas trop miser là-dessus pour se dire, voilà, donc mon identité. Mais justement, c'est là le rôle des psychologues. J'en ai fait un peu aussi une de mes missions dans mon travail, ce côté un peu orientation. Donc, jusqu'à maintenant, depuis que j'exerce et jusqu'à maintenant, j'aide un peu les gens qui ont ce besoin en utilisant certains tests pour aider, pour orienter les personnes, pour les aider à mieux connaître. D'accord. Et il y a certains partenaires qui ont déjà pu un peu aussi collaborer avec moi par rapport à ça, avec d'autres psychologues aussi. Donc, il y en a de plus en plus. Et en l'occurrence, par exemple, moi, avec d'autres collègues, on a pu collaborer avec le programme Sésame pour aider le programme, mais aussi pour aider les conseillers d'orientation qui travaillent à Madagascar pour mieux peaufiner les questions d'orientation. Et toi, de ce que tu as vu avec l'expérience, déjà, est-ce que tu as ce sentiment quand même que il y a beaucoup de gens au final qui sont perdus d'une certaine manière? Oui, sans hésiter. Ouais. Oui. Oui. Déjà, par exemple, si je regarde ma génération, la génération X, oui, parce que il y a vraiment pas eu du tout d'orientation à notre époque. Donc, je pense que beaucoup se reconnaissent un peu dans mon parcours, dans le sens où on a dû juste faire un choix par nécessité ou quelque chose comme ça. Mais après, au bout d'un certain temps, dans le cheminement, au niveau de la carrière, on se pose beaucoup de questions parce que voilà. Mais la génération d'après aussi, du fait que il y a aussi bien les personnes qui viennent me consulter en privé et aussi bien les personnes que je vois aussi quand je vais travailler auprès des entreprises, parce que je vois vraiment beaucoup de génération Y et aussi un peu de génération Z. Et je peux dire qu'il y en a encore beaucoup qui sont un peu perdus, oui. Et comment ça se manifeste? C'est quoi, genre, les signes ou les plus récurrents, tu vois, auprès d'un individu, en fait, comment ça se manifeste mentalement ou physiquement, peut-être, je sais pas, le fait que, comment est-ce qu'on sait qu'on est perdu? Tu vois, je veux dire, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs, en fait? C'est ça que... Pas forcément des signes avant-coureurs, mais plutôt des questionnements. C'est vraiment la personne qui a beaucoup de questionnements. Souvent, en fait, c'est des problèmes de motivation, soit dans les études, soit au travail. Donc, quand la personne n'arrive plus à être motivée ou n'arrive pas du tout à être motivée, soit dans ses études, soit au travail, la personne commence à se poser des questions, mais pourquoi? Il y a aussi des cas de personnes qui, on va dire, grâce à leur mental, arrivent quand même à se motiver, mais qui ont beaucoup de questionnements. Et il y en a pour des cas un peu extrêmes. Du coup, peut-être aussi des personnes qui vivent un certain mal-être. Ça devient un peu somatique, c'est-à-dire ça se reflète plus sous forme de maladie. Donc la personne n'arrive pas forcément à être conscient qu'elle se sent perdue. Ah ouais. Mais la personne, par exemple, a souvent des maux d'estomac ou d'autres types de maladies qui deviennent, on va pas dire chroniques, mais récurrentes, parce que la personne, au final, n'est pas alignée par rapport à son essence. Ok, ma question c'est comment est-ce que toi tu définirais la motivation? Tu vois, parce qu'on dit je suis motivé à faire un truc, tu vois, bon, je suis motivé à faire un truc, c'est quoi? Est-ce qu'on parle là du sentiment un peu en moi où j'ai l'impression qu'il y a un feu en moi là, qui me dit vas-y, ou est-ce que d'un point de vue professionnel, dans ton domaine, on le voit autrement, on le qualifie autrement? Pour simplifier, on va dire que la motivation, c'est un moteur qui te pousse. Après,
ça dépend de chaque personne, quel genre de moteur peut la pousser. Mais généralement, ça peut être un intérêt pour quelque chose. Et il y a des personnes qui sont plus de type rationnel, donc c'est plus un intérêt intellectuel peut-être. Et puis il y a des personnes qui sont plus de type feeling aussi. Et du coup, ce serait plus des personnes de type feeling qui ont besoin de ce feu, de ressentir ce feu pour se sentir motivé. D'accord, ok. Et comment est-ce que, par exemple, on peut, en tant qu'individu, si j'image un petit peu, en fait, imaginons que t'as une balance, et par exemple, d'un côté, tu aurais effectivement cet aspect motivation, et puis de l'autre côté, tu as un peu cet aspect discipline, dans le sens où, bon, au final, oui, même si là, sur le coup, je suis pas motivé, la discipline, parce que le fait que, bon, je me considère comme un professionnel, donc je vais quand même aller faire ce pourquoi je suis missionné, etc. Est-ce que tu penses que au niveau de l'être humain, c'est deux choses qui peuvent rentrer on va dire, peut-être pas en compétition du coup, mais qui s'opposent dans la réflexion d'un être humain, de se dire, ok, peut-être que je suis perdu, mais d'un côté aussi, peut-être que c'est juste qu'aujourd'hui, j'ai pas le feu, mais bon, j'ai quand même la discipline, donc vas-y, je vais y aller, ou l'inverse, enfin. Ben oui, ça arrive souvent. Justement, c'est ça la complexité de l'être humain. Ça peut être beaucoup d'incohérences ou beaucoup de dissonance. Donc, et surtout aussi, la réalité nous met toujours face à ce paradoxe de choisir parfois entre la discipline et plus le feeling ou la passion, ou de composer entre les deux. Donc, c'est vrai que souvent, les gens se sentent confrontés à ça en se disant, par exemple, si on va revenir, par exemple, à l'orientation professionnelle, c'est-à-dire au choix du métier, il y en a beaucoup encore parce que vraiment, par nécessité, il faut d'abord gagner son pain. Du coup, il y en a beaucoup qui se disent, qui mettent plus le poids de la nécessité plus que d'écouter le feu qui les anime. Et voilà. Et est-ce que ces gens-là, quand tu parles avec eux, est-ce que ils ont l'air tristes? Enfin, en tout cas, pas heureux? En fait, ça dépend vraiment de la personne. Généralement, si c'est une personne beaucoup plus intellectuelle, la personne arrive à essayer de mentaliser, de rationaliser en se disant, en fait, moi, vraiment, c'est ça mon choix. C'est important que je puisse vivre, faire vivre ma famille ou moi-même avoir des sources de revenus, etc. Donc, c'est de cette manière-là que la personne arrive à se sentir bien dans son choix. Mais si c'est plus une personne qui a plus une tendance vraiment à avoir besoin de ressentir dans son ressenti, de ressentir la passion ou être aligné à quelque chose, donc le feeling, c'est vrai que ça demande beaucoup de travail pour la personne de concilier à la fois ce côté discipline, contrainte et passion ou feeling. Et tu vois, là, typiquement, on va dire qu'on a identifié au moins, du coup, par rapport au sujet dont on parle, au moins 2 profils de personnes. On va dire ceux qui sont effectivement assez rationnels, et puis ceux qui sont un peu plus orientés sur le feeling, la passion. Est-ce que tu penses que ces personnes-là, au sein d'une organisation, elles peuvent quand même bien travailler ensemble, malgré le fait qu'en fait leur moteur soit totalement différent? D'un côté, t'as de l'essence, et de l'autre côté, t'as du gasoil, par exemple, tu vois. Oui, bien sûr. En fait, moi, ma vision des choses, c'est que si on a créé l'humain aussi différent, aussi diversifié, c'est parce qu'on a besoin de cette diversité-là. Donc, c'est justement ça qu'il faut valoriser. Je sais qu'il y a des organisations, des groupes où
on valorise déjà beaucoup la diversité, mais il y a encore beaucoup de personnes qui ont un peu peur de ça parce que c'est normal aussi parce que c'est difficile un peu de gérer cette diversité. Donc, on a tendance un peu à mettre tout le monde à essayer de forcer que tout le monde rentre dans une même moule pour faciliter les choses. Mais oui, c'est complémentaire. Ok. Toi, est-ce que par exemple, si on imagine l'individu adulte aujourd'hui, donc qui travaille, qui est déjà dans un cadre professionnel, est-ce que tu penses que justement sa capacité de cohabitation, c'est un grand mot, mais en tout cas la capacité à travailler et à accepter les différences des uns et des autres, est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose qu'on doit en fait apprendre à un individu quand il est déjà petit, ou est-ce que en fait c'est quelque chose qui est pas forcément nécessaire, enfin en tout cas aussi important que peut-être ce qu'on peut penser, quoi. Qu'est-ce que toi tu penses par rapport à ça, le fait d'accepter la différence en fait, est-ce qu'il faut qu'on l'enseigne à nos enfants dès qu'ils sont petits, ou est-ce que tu penses que voilà, on les laisse là et puis bon, ils apprennent au fur et à mesure des étapes de la vie. Oui, c'est quand même mieux de commencer, pas forcément tout petit, enfin si, ça dépend en fait, ça dépend du contexte de la famille, mais quand on commence assez tôt, c'est plus facile d'inculquer certaines valeurs et certaines attitudes aussi. Donc c'est toujours mieux de commencer dès l'enfance, oui, et proportionnellement aussi à l'âge, à la capacité de l'enfant à comprendre certaines choses. Oui, ok. Peut-être là, je vais poser une question qui s'adresse vraiment tout particulièrement aux jeunes, bon, je sais pas, entre 16 et peut-être 25, 24 ans par exemple, tu vois, ou quand effectivement tu es confronté aujourd'hui avec les outils qu'on a, c'est vrai que on peut, peut-être en faisant des recherches, si on a la possibilité d'avoir une meilleure visibilité sur certaines choses, sur certains métiers. Donc, je sais pas, sur YouTube, tu regardes, si tu te dis, j'aimerais bien être infirmière, par exemple, je fais une journée dans la vie d'une infirmière et peut-être qu'il y a une vidéo qui va sortir, peut-être qui va t'aider à comprendre. Mais pour ceux qui n'arrivent pas justement à se retrouver, par exemple, ils viennent de passer le bac, tu vois, et là, ils doivent faire déjà un premier choix qui est qu'est-ce que je vais étudier. Mais le problème, c'est que généralement, ça peut arriver que le jeune, à cet âge-là, comme tu dis, il sait pas ce qu'il veut faire, il sait pas forcément ce qu'il aime. Quand tu lui parles de faire un truc qui te passionne, ok, mais comment est-ce que tu trouves la passion du coup, tu vois, c'est peut-être ça aussi. C'est exactement ça. Qu'est-ce que toi tu leur dis du coup à ces jeunes-là Oui, je confirme que quand je reçois des jeunes dans cette tranche d'âge, c'est exactement ça. Je ne sais pas ce que ce que j'aime. Donc, c'est là notre travail de les outiller un peu, de les accompagner à mieux se connaître. Et quand je dis notre, bien sûr, nous les psychologues, mais il y en a aussi de plus en plus de personnes qui s'investissent dedans et c'est vraiment génial de voir ça. Et, par exemple, il y a des programmes de mentoring qui permettent aux gens à des adultes, à des aînés, d'accompagner les jeunes comme ça. Il y a des coachs aussi qui aident. Et en fait, c'est ça. C'est un peu de l'ordre de l'entraide aussi qu'on peut aider les jeunes parce que les jeunes, ils ne savent vraiment pas du tout vers où se tourner et où aussi aller chercher l'information. Et en même temps, donc, pour les aînés, c'est tendre la main, se rendre disponible pour ça. Mais en même temps aussi, c'est le rôle des parents aussi pour la génération d'après, du coup, de commencer déjà à préparer leurs enfants à se connaître dès le bas âge, commencer petit à petit. Parce que c'est comme ça que ça se fait dans certaines cultures étrangères où le classement en termes de niveau d'éducation, les pays qui sont classés comme ayant les meilleurs systèmes d'éducation, c'est comme ça qu'ils font en fait. C'est dès le jeune âge, on aide l'enfant à savoir qui est-ce que je suis, qu'est-ce que j'aime,
en quoi je suis douée, et donc vers où est-ce que je peux m'orienter plus tard pour travailler. Donc, je pense que maintenant, beaucoup connaissent le concept de l'ikigai, la raison d'être. La traduction, c'est la raison d'être, ou certains aussi l'appellent la mission de vie, le concept japonais. Mais ça, par exemple, ce serait bien si, dès l'enfance, on commence à aider l'enfant à se découvrir pour avoir des réponses par rapport à ça. Mais toujours en vraiment en respectant le cheminement de l'enfant, sans forcer, hein, parce que le risque, c'est que les parents vont biaiser aussi la réflexion et la perception de soi. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est vrai, on a beaucoup parlé là, du coup, d'orientation, mais une fois aussi que donc tu arrives dans une organisation, dans une entreprise, dans un cadre professionnel dans lequel tu évolues, aujourd'hui, à Madagascar, c'est possible que, en fait, on en parlait un petit peu tout à l'heure, qu'en fait, il y ait des professionnels, en fait, donc des psychologues qui accompagnent en fait les collaborateurs dans ces organisations-là. Est-ce que tu peux... Moi, j'avoue, je savais pas que ça existait avant qu'on en parle. Oui. Est-ce que tu peux un petit peu nous dire qu'est-ce qu'il en est, comment ça s'est mis en place, peut-être comment toi tu y es arrivé du coup dans ce contexte-là, voilà, dans ce monde-là, ouais. Oui, dans le monde des organisations en tant que psychologue. Ouais. Déjà, le domaine de la psychologie, c'est-à-dire le métier de psychologue, c'est tout récemment, vers l'année 2018, que les gens ont commencé vraiment à connaître et à s'ouvrir à ça. Avant, ça existait déjà, hein, il y avait déjà quand même des psychologues qui ont exercé, mais c'était plus de bouche à oreille peut-être que ceux qui ont pu consulter ou avoir eu recours au service de psychologue pour les organisations, du coup, ont eu connaissance. Mais c'était quelque chose de très nouveau à Madagascar. Mais ce qui a permis la vulgarisation, on utilise ce terme-là, à Madagascar, c'est la création de l'ordre des psychologues à Madagascar. Et parce que une fois que nous avons fondé l'ordre des psychologues, on a fait beaucoup de sensibilisation et de vulgarisation pour que le public sache que voilà, les psychologues sont à votre disposition, à votre service, et nous ne sommes pas là pour uniquement les personnes qui ont des maladies mentales comme le pensent souvent les gens. On nous confond souvent avec les psychiatres en fait, et même les psychiatres ne sont pas là uniquement pour les maladies mentales, mais généralement c'est plus la spécialité des psychiatres, les maladies mentales, mais les psychologues sont là pour aider vraiment l'être humain à se développer, à s'épanouir. Donc nous sommes les spécialistes du comportement humain, et donc on est là pour l'épanouissement de l'humain. De plus en plus le public a commencé à comprendre, à s'ouvrir, donc il y a eu de plus en plus de demandes. Sauf que dans cette première partie, vers l'année 2018, et je dirais même jusque dans les années 2020, ou même après la pandémie, il y a encore eu, au niveau du domaine organisationnel, c'était encore assez, on va dire que n'était pas encore assez ouvert aux psychologues, parce que ils ne comprenaient pas en fait le rôle. Il y en a quand même eu certaines organisations qui comprenaient, donc qui demandaient nos services, mais je dirais que là maintenant il y a beaucoup d'évolution dans le sens où, par exemple, il y a le groupe Action qui vraiment a fait une initiative de mettre en place un département de qualité de vie au travail, et du coup qui a vraiment demandé les services de plusieurs psychologues, quelques psychologues à mettre à disposition de leurs employés. Je dirais que avant ça, il y a déjà eu quelques initiatives de certaines organisations, mais de façon, on va dire, plus discrète. Mais cette initiative du groupe Action, c'est quand même,
ça touche quand même vraiment un grand nombre de personnes. Donc, ça permet aussi, ça nous permet, nous, en tant que psychologues, de enfin réellement déployer tout ce qu'on peut offrir au public dans le domaine des organisations. Et justement, le fait d'être confronté du coup à cette réalité terrain où vous êtes directement intégré dans une organisation en tant que département à part entière, est-ce que aujourd'hui ça pourrait aussi aider, par exemple, je sais pas, est-ce qu'on pourrait par exemple commencer à faire des publications, on va dire, un peu plus scientifiques, par exemple, sur l'apport, par exemple, justement, que vous avez au sein de ces organisations-là, et peut-être que ainsi, ça permettra de, par exemple, encore mieux sensibiliser les dirigeants des organisations, justement, au fait que, c'est important. Si là, il s'agit pas c'est pas de la pub, là, l'idée, c'est vraiment de placer l'être humain au centre, en fait, de l'organisation et de leur donner l'opportunité d'échanger avec des professionnels qui peuvent les accompagner. Est-ce que ça, par exemple, c'est un truc auquel vous avez déjà pensé, ou peut-être qu'il est déjà en place, je sais pas. Oui, c'est vraiment déjà une idée à exploiter, c'est vrai. De toute façon, dans la profession de psychologue, c'est vraiment un domaine scientifique. Donc, comme n'importe quelle science, c'est toujours important de renseigner, de collecter des bases de données, puis de renseigner la science pour montrer voilà ce qui existe comme réalité, et surtout que la réalité à Madagascar, c'est encore vraiment une jeune discipline. Donc, on n'a pas encore forcément beaucoup de données là-dessus. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une piste à creuser. Mais je dirais que pour le moment, l'initiative, par exemple, au niveau du groupe Action, c'est une initiative qui ne date que d'il y a 1 an. Donc, il faut encore du temps pour que ça se mette en place. Mais oui, il y a déjà des études qui se font en interne pour voir un peu tout ça. Et on collabore vraiment avec le groupe pour réfléchir à tout ça, pour améliorer aussi, parce que c'est ça l'intérêt, en fait, c'est... on offre nos services, mais en même temps, c'est aussi vraiment pour collaborer avec les responsables, aussi bien être au service des personnes qui viennent nous consulter que être au service des responsables qui ont besoin de notre vision, de notre expertise pour améliorer, pour faciliter le travail, la collaboration et la qualité de vie au travail. Et ça, par exemple, c'est juste, on va dire... une forme de ce qu'un psychologue du travail et des organisations peut faire comme travail auprès des organisations. Mais il y a aussi une autre forme. Si, par exemple, dans le domaine clinique, on va dire qu'on est spécialiste de l'humain, de l'individu, du couple, de la famille, de la fratrie, au niveau des organisations aussi, on est spécialiste de l'humain en tant qu'individu en milieu professionnel, c'est-à-dire en tant qu'individu dans son travail, en tant qu'individu au sein d'une équipe, en tant qu'individu dans une structure, un département, un service, et aussi spécialiste de la structure de l'organisation. Donc, en l'occurrence, en fait, tout ce qui est management, c'est un dérivé de la psychologie des organisations. Parce que c'est ça ce qu'on étudie pour devenir psychologue des organisations. La psychologie des organisations, c'est la science de laquelle est né après le management. Donc, on peut aussi aider les responsables, les travailleurs, les décideurs sur tout ce qui est question autour des ressources humaines, du management, du changement, plein de thématiques. Est-ce que toi, tu penses que quand on est justement dans une organisation et si on a l'ambition du coup de gravir les échelons, je pense à un moment, oui, la technique, il faut la technique, ça, je remets pas ça en doute, mais justement en tant qu'individu, en tant qu'être humain, parce que quand on est dirigeant, à un moment, c'est effectivement une décision entre un être humain et plusieurs autres au sein d'un pool. Et tu te dis, ok, c'est cette personne qui semble avoir le meilleur fit pour
pour occuper les fonctions des fonctions au-dessus du coup. Est-ce que toi par exemple tu as pu voir peut-être des, on va dire que ce soit je sais pas des traits de caractère ou des soft skills du coup qui aident effectivement un individu à prendre de nouvelles responsabilités et à monter dans la hiérarchie dans une organisation? Oui, oui, c'est surtout de l'ordre des soft skills, évidemment. Je dirais que, bon, c'est toujours particulier à chaque personne, mais je dirais que la capacité de s'adapter ou d'apprendre, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Donc, si c'est une personne qui aime apprendre, forcément que la personne arrive à s'adapter, ou juste une personne, pas forcément qui aime apprendre, mais une personne qui a une capacité rapide ou large de s'adapter. On va dire que cette personne est beaucoup plus avantagée que l'autre personne. Mais après aussi, ça c'est côté le fond, on va dire, du travail, l'aspect technique du travail, le hard skills. Mais après, c'est aussi la capacité relationnelle. Parce que si c'est gravir les échelons, peut-être que la personne prend plus de responsabilités, devient un manager peut-être. Et là, ça demande beaucoup de choses aussi, beaucoup de skills aussi pour être un manager. Et est-ce que la personne a les capacités relationnelles pour... Et tu vois, justement, et en fait là où je voulais en venir justement avec ces questions-là, c'est que donc du coup cette capacité d'apprentissage et d'adaptation, plus ce sens du relationnel, à mon sens, ce sont des choses en fait qu'on n'apprend pas assez en fait aux étudiants. Peut-être on effleure le sujet, mais on leur dit pas à quel point c'est important justement, parce que bon, j'imagine que, enfin, ça peut être frustrant de rester au même point pendant 10 ans, alors qu'on se dit pourquoi je comprends pas, il y a des nouveaux là qui arrivent et pourtant c'est eux qu'on fait monter avant moi. Est-ce que toi tu es d'accord avec en tout cas cette impression que j'ai qu'on partage pas assez ces choses-là aux jeunes? Oui, c'est vrai. Bon, déjà, peut-être que c'est un système éducatif hérité de ce qu'il y avait avant, qui fait que on ne valorisait pas suffisamment encore ces compétences-là. Maintenant, quand même, on peut dire qu'il y a de plus en plus d'établissements supérieurs qui valorisent les soft skills, et heureusement. Mais peut-être que c'est pas encore suffisant, effectivement. Donc, il y a ça, le fait que c'est uniquement maintenant qu'on commence un peu à se réveiller par rapport à ça, à se rendre compte que c'est vraiment fondamental, finalement, de miser aussi sur ça, d'inclure ça carrément dans le cursus, ne pas juste miser sur l'aspect technique, parce que c'est vraiment pas suffisant. Je sais que j'ai déjà parlé avec beaucoup de personnes, beaucoup de responsables au sein des organisations, que justement les employeurs sont confrontés tout le temps à ça, au fait que les personnes qui arrivent sur le marché du travail ont du mal à répondre correctement, enfin assez rapidement, ou du moins même parfois même avec beaucoup de temps aux exigences du poste, parce que il y a des manques de compétences, en l'occurrence compétences en soft skills. Et aussi je trouve aussi que à part le fait que c'est quelque chose qui a été un peu oublié ou occulté avant, même si on en parle, je vois en fait que dans certains établissements on en parle, ou alors c'est vraiment aussi le milieu du travail qui donne beaucoup de formations là-dessus. Il y a certaines jeunes surtout qui ont du mal réellement à réaliser le poids, l'importance des soft skills. Donc ça prend beaucoup de patience aussi d'amener les jeunes à évoluer par rapport à ça. Et ça justement, c'est ça que je trouve fou quand même, parce que alors effectivement il y a
l'idée c'est pas de savoir bon le fou la poule, est-ce que donc du coup c'est les établissements ou est-ce que c'est vraiment les jeunes en soi qu'il faudrait aussi peut-être qu'ils aient cette prise de conscience. Bon, je pense que tout le monde, comme tout écosystème, chacun a sa part de responsabilité. Exactement. Mais c'est vrai que je pense que là vraiment un des messages qu'il faut vraiment, comme tu dis, faire passer en fait aux jeunes, c'est réveillez-vous et prenez conscience qu'en fait à la fin de votre cursus académique, en théorie, sur le papier, vous avez tous les mêmes compétences. Ne serait-ce que dans votre établissement, vous serez peut-être déjà 300 à avoir les mêmes compétences, si on compte pas les autres. À un moment, c'est vrai que le soft skills, c'est en partie ce qui va aider à faire la différence, en fait. C'est ça. Et franchement, moi, comme tu disais, c'est vrai que on voit, par exemple, en ligne, sur les réseaux, dans les établissements, on commence un peu plus à en parler. Mais je pense que c'est vrai qu'il faut quand même franchement renforcer ça. Oui. Et quitte à même à bon là je sais pas si c'est possible, mais au moins les classes niveau lycée, donc peut-être après on va partir de la seconde du coup, essayer quand même d'en parler un peu quoi pour que les gens s'y préparent, parce que c'est vrai que c'est aussi difficile, c'est vrai en fait, de reprocher à un jeune, écoute, faut que tu travailles plus tes soft skills, mais ça se trouve, lui, même soft skills, il sait pas ce que c'est, tu vois. En fait, ça se trouve. Exactement. Et c'est que le problème, en fait, il est vraiment, vraiment profond, quoi. Enfin, il est, ouais. Voilà. C'est ça. Le jeune aura encore un peu de mal à comprendre, à voir loin, en fait, pour comprendre exactement en quoi c'est fondamental. D'apprendre ça aussi, de développer ça aussi. Mais bon, ça n'empêche qu'on peut adapter, en fait, des méthodes pour instaurer ça petit à petit, progressivement. Je voulais parler de toi et dans ton métier. Comment est-ce que tu fais pour parce que généralement quand les gens discutent avec toi, à un moment donné, je pense qu'il y a quand même un petit problème qui te partage, je pense, ou quelque chose qui leur pèse, etc. Comment est-ce que toi tu fais pour absorber ça, mais sans que non plus tu te retrouves avec le poids du monde sur les épaules et qu'en fait, quand tu rentres chez toi, t'es épuisé d'un point de vue émotionnel, psychologique, tout ça, parce qu'en fait, voilà, t'as encaissé trop d'énergie, un petit peu pas des plus positives parfois, quoi, tu vois. Oui, effectivement, c'est notre réalité. Bon, déjà, c'est pour ça que pour être psychologue, il faut vraiment suivre une formation académique d'au moins 5 années, parce que c'est dans cette formation académique qu'on nous apprend justement à gérer ça. Dans le sens où il y a plusieurs techniques qu'on nous enseigne pour ne pas crouler sous le poids des malheurs des gens, entre guillemets, mais bon, c'est pas forcément des malheurs, mais en tout cas des problèmes. Donc il y a ça. Il y a la formation qui nous aide à déjà prévenir ça. Et après, c'est vraiment aussi une question de responsabilité de chaque psychologue, de chaque thérapeute, de chaque psychologue. Parce que dans notre déontologie aussi, il faut absolument qu'on prenne soin de nous. On n'a pas le droit de recevoir les gens, surtout quand on travaille plus en clinicien, on n'a pas le droit de recevoir quand on n'est pas au point. Parce que en fait, notre outil, c'est nous-mêmes, réellement. Donc, si on n'est pas au point, on risque d'offrir un service pas au point aussi pour la personne. Et le sens éthique, c'est vraiment quelque chose de fondamental quand on est thérapeute. Parce qu'il y a toujours ce risque-là. On a entre nos mains la vie de quelqu'un, donc il faut vraiment un sens éthique aigu pour se rendre compte que parfois c'est vraiment quelque chose d'anodin qui peut impacter. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut prendre plusieurs années pour savoir qu'est-ce que ça pourrait impacter chez cette personne, par exemple, si je suis pas vraiment au point. Il y a, j'imagine, je fais une assumption, j'espère ne pas me tromper, mais que une des compétences vraiment requises pour exercer ce métier-là, c'est la capacité d'écoute. J'imagine que ça doit être l'une des bases. Ça va de soi.
est-ce que, moi je pense qu'il y a beaucoup de relations professionnelles ou personnelles qui pourraient aller mieux si on apprenait à mieux écouter. Parce qu'on dit écouter, on dirait que c'est simple, mais en fait, moi je pense que c'est quand même un acte vraiment volontariste, vraiment genre écouter avec attention vraiment la personne. Après, d'où ma question, est-ce que toi tu as justement des conseils peut-être sur comment en fait dans la vie de tous les jours, dans nos interactions avec les personnes, on peut faire pour justement mieux écouter, tu vois? Oui, et surtout que je dirais que avec les contextes de vie actuels, on a vraiment besoin d'écoute. C'est important de pouvoir s'entraider, d'être là les uns pour les autres. C'est vraiment important, de plus en plus important de nos jours, je dirais. Donc oui, moi je suis pour le fait de favoriser l'écoute et pour être une bonne personne qui sait écouter. En fait, il faut avoir de l'humilité, oui, de l'empathie, bien sûr. Tout le temps, quand on parle d'écoute, de qualité d'écoute, on associe tout de suite à empathie. Et empathie, c'est être capable de comprendre le vécu, les ressentis de l'autre. À la différence de la sympathie, l'empathie, c'est être capable de comprendre, mais en même temps, garder une certaine distance pour devenir en quelque sorte le pilier, la personne pilier de la personne qu'on écoute. Alors que sympathie, c'est plus tu es l'ami de la personne, donc tu partages vraiment l'émotion de la personne. Disons que par exemple toi tu viens me parler de quelque chose et tu es en train de pleurer, et ben je vais pleurer avec toi carrément aussi. Donc ça c'est la sympathie. C'est vraiment quand même un cran un peu plus profond qu'on va dire en termes de Alors que l'empathie, c'est je suis capable de ressentir ou de comprendre ton ressenti, ton vécu, et je peux te refléter ça, peux te montrer que je suis capable, parce que c'est ça aussi qui aide beaucoup dans l'écoute, que oui, je te comprends, etc. Mais je reste neutre, je m'écroule pas avec toi. Mais selon toi, l'humain, il a besoin de quoi plutôt? D'empathie ou de sympathie Je dirais que c'est la sympathie qui est naturelle, bien sûr. En fait, le point commun, c'est la capacité de comprendre. Je dirais qu'avant, beaucoup de personnes avaient du mal à comprendre l'autre, mais maintenant, il y a énormément de personnes qui sont assez compréhensives. Mais, du coup, faire la différence entre sympathie et empathie, c'est ça. Et pourquoi c'est important l'empathie? Parce que, comme je viens de le dire, la personne a besoin de toi comme pilier. Enfin, ça, c'est pas tout le temps. Hein. Avoir un ami avec qui pleurer ou avec qui vivre de la colère aussi, ça aide beaucoup. Hein. Mais il y a des moments où la personne a besoin de quelqu'un avec laquelle elle peut en même temps se confier, vraiment décharger tout ce qu'elle a sur le cœur, mais sans que cette personne devienne aussi quelqu'un à gérer à un moment donné, par exemple. Donc, c'est ça l'intérêt de l'empathie. Donc, il y a l'empathie, mais il y a ce côté humilité aussi qu'il faut avoir, parce que pour pouvoir être la personne qui écoute, il faut laisser de côté tous ses besoins et tout son ego. Et donc, éviter par exemple, d'écouter pour rapidement répondre. Ça, c'est le côté égo. Je nomme ça parce que ça se voit souvent, par exemple, dans une relation de couple. Quand le partenaire a besoin d'écoute, ben oui, on écoute, mais c'est plus pour répondre, généralement. Donc ça, c'est l'ego. Mais quand je parle d'humilité aussi, pour mettre de côté ses besoins, parfois, on a trop besoin d'être celui qui aime conseiller. Donc, on va tout de suite dire, on écoute d'abord, ok, qu'est-ce qui se passe? Et si j'étais toi, pourquoi tu vas pas faire ceci? Pourquoi tu ferais pas cela? Ou de moraliser. Et c'est pas une bonne écoute, en fait, quand on conseille, quand on moralise. Un conseil qui n'a pas été demandé n'est jamais efficace. Wow. Leçon très, très forte, je pense, et à appliquer pour pouvoir améliorer ses relations avec son entourage. Est-ce que, là tu parlais un peu du fait que parfois
d'un côté, on peut être soit appuyé, de l'autre côté, sinon, c'est le fait, en fait, vraiment d'assimiler, et d'essayer de, bon, je sais pas si c'est le fait d'essayer de vivre, du coup, et de ressentir ce que la personne ressent, et donc de pleurer avec elle, par exemple. Mais ma question, c'est, est-ce que, selon la science qui est la science humaine, du coup, est-ce que un être humain est fait pour extérioriser ce qu'il ressent, ses émotions, ou est-ce que on est, selon la science, plutôt fait pour, d'une certaine manière, garder ça en soi et en fait le digérer, on va dire, intérieurement. Extérioriser. Ouais. Okay. Les émotions, c'est naturel en fait, ça existe naturellement, font partie de ce qui constitue un être humain. Un être humain est fait de corps, est fait de pensée et aussi d'émotions. Il n'y a pas d'être humain qui n'a pas d'émotions. Donc ça fait partie de l'être humain. Et dans sa nature, justement, normalement, une émotion doit s'extérioriser. Sauf que on a cette tendance à les refouler. C'est le terme qu'on utilise en psychologie. Okay. Les refouler, c'est un peu comme, du coup, les avaler et ranger quelque part dans un tiroir à l'intérieur de nous parce que on a peur de la douleur. C'est tout simplement ça. Et donc, du coup, quand on parle surtout d'émotions désagréables, c'est ça qu'on a tendance à refouler. Parce que tu vois bien que quand tu vis des émotions agréables, de la joie, une bonne surprise, etc., facilement, ça s'extériorise. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour ça. Ouais. Alors que c'est à l'inverse, si c'est une émotion désagréable, ça crée de l'inconfort, ça crée peut-être même de la douleur. Donc, on veut éviter cet inconfort, cette douleur. Donc, c'est pour ça qu'on essaye soit de nier, de faire un déni, soit de refouler. Mais du coup, c'est pas bon, en fait. Après, pourquoi c'est pas bon? Parce que, justement, les recherches actuelles démontrent beaucoup que les problèmes psychologiques, voire les pathologies, les troubles mentaux, et même aussi les problèmes physiques, les maladies physiques, sont des conséquences de beaucoup d'émotions refoulées ou non extériorisées. D'accord. Qu'est-ce que toi tu recommanderais qu'est-ce qu'un individu en fait peut faire donc aujourd'hui pour imaginons ça fait 15 ans par exemple qu'il garde tout pour lui, tu vois, qui refoule ou qui dénie. Qu'est-ce que cette personne peut faire aujourd'hui pour commencer déjà un processus au cours duquel vraiment il va commencer à extérioriser en fait ce qu'il a soit accumulé, soit essayé d'oublier du coup. Ça dépend. En fait, généralement, il y a quelque chose qui arrive dans la vie de la personne qui pousse forcément la personne à aller vers ça sans que la personne n'en soit consciente. Un problème, soit de l'ordre psychologique, soit vraiment de l'ordre physique aussi, de la maladie, qui pousse la personne forcément du coup à consulter à la fin. Mais bon, on va prendre le cas d'une personne qui se responsabilise sans attendre d'avoir des problèmes. Et du coup, il faut vraiment apprendre être accompagné. Je sais que c'est pas facile en fait pour les personnes qui ne savent pas comment faire parce que on ne naît pas en sachant comment faire pour extérioriser ses émotions désagréables en l'occurrence surtout. Donc c'est ça l'intérêt, l'existence, la raison d'être entre autres des psychologues, c'est d'accompagner les personnes, de les aider, de les outiller à pouvoir faire ça, à savoir faire ça. Donc au départ, c'est vraiment accompagner, c'est une démarche accompagnée parce que parfois c'est difficile, c'est douloureux, mais plus le processus avance, plus la personne peut être capable de le faire toute seule. D'accord, ok. Donc en fait, en vrai, l'être humain peut gérer en fait cet aspect-là de sa vie tout seul. C'est peut-être pas la seule solution, bien sûr, parce que de toute façon,
comme tu dis, on peut aller consulter un professionnel, etc. Mais par exemple, une fois que, par exemple, une personne, imaginons, vient te consulter, après, imaginons X, par exemple, séance, la personne peut être en capacité de, en fait, gérer elle-même les éventuels tout ce qu'il y a à gérer, quoi, en fait, en gros, voilà, quoi. les émotions. Les émotions, Oui, ouais, les voilà, émotions. c'est ça. Oui, Ok. ce serait bien si on... Bah, c'est vrai que c'est notre gagne-pain, donc c'est un peu critique de le dire en disant ce serait bien si les personnes ne viennent plus nous consulter, que ce soit nous, les psychologues ou d'autres thérapeutes, parce que ce serait bien, parce que ça veut dire que les humains vont bien. C'est ce que nous souhaitons tous, non? Que les humains vont bien. Mais du coup, nous, en tout cas, nous, les psychologues, quand on intervient, c'est vraiment pour outiller la personne et pour permettre à la personne de ne pas dépendre de nous tout le temps, mais d'avoir les outils pour après être autonome et avancer tout seul dans la vie. Après, comme n'importe quel humain, à un moment donné, peut-être, même si la personne est déjà outillée, ça peut arriver que il y a certaines circonstances ou situations vraiment assez dures où on a quand même besoin de la présence d'une personne professionnelle pour être un peu accompagnée par rapport à ça. Mais après aussi, même si la personne est outillée, des fois, enfin c'est pas des fois, mais ça aide toujours aussi de combiner en fait le fait de gérer soi-même et aussi d'avoir l'aide des proches pour gérer ses émotions. Et justement, tu parles de proches et c'est là où je voulais un peu poser cette question. Est-ce que si la personne qui va consulter un ou une psychologue est en fait mariée, est-ce que ça veut dire qu'en fait le conjoint ou la conjointe d'une certaine manière a montré en fait quelques négligence tu vois ce que je veux dire en tout cas quoi, qu'en fait elle a pas été assez présente en fait et que donc la personne se dit vaut mieux que j'aille voir une tierce personne parce que en fait à la maison on n'écoute pas. Est-ce que c'est possible, ça arrive? Oui, ça arrive. Ça arrive parce que bon, et ça arrive même de plus en plus dans le sens où l'existence d'Internet aussi permet aux individus de savoir, d'être informés, de savoir que il faut prendre soin de soi, que dans tel cas de figure, c'est important de trouver des solutions, de se faire accompagner aussi, ou peut-être d'avoir une vision neutre ou objective pour pouvoir avancer, par exemple dans son couple, dans leur couple, viennent consulter parce que c'est une personne. D'abord parce que c'est une personne neutre, objective, donc ça aide beaucoup. Par exemple, quand ces personnes viennent, elles disent bon, j'en ai déjà parlé à des membres de la famille ou à des amis ou à des collègues, mais finalement c'est difficile parce que ce sont toujours des avis subjectifs que j'ai. Donc là, j'ai vraiment besoin d'une opinion objective. Mais en plus, les personnes aussi valorisent l'expertise professionnelle en disant je suis plus à l'aise avec l'idée que c'est une opinion objective venant d'un spécialiste du coup de l'humain. Donc c'est pour ça que je suis là maintenant. En tant que spécialiste, comment est-ce que tu fais pour que ce soit justement la coup spécialiste qui parle, qui entend et qui conseille et pas une autre casquette que tu pourrais avoir par exemple tu vois comment tu pourrais, est-ce qu'il y a je sais pas, t'as un genre de rituel entre guillemets avant pour que tu te mets vraiment en condition et pour être sûr que c'est vraiment le pro qui parle, parce que peut-être que j'imagine parfois il y a des gens peut-être qui viennent avec des histoires qui peuvent dépasser l'entendement et peut-être que on reste humain, on peut peut-être se laisser embarquer dans l'histoire et dire c'est quoi lui là, faut que tu laisse-le, on dirait que dans l'histoire c'est lui le méchant et tout ça, tu vois, et tout de suite s'emporter comme ça, tu vois ce que je veux dire, oui, je vois bien, je vois très bien, oui. Et c'est vrai que c'est délicat quand on se retrouve face à un tel cas. En fait, encore une fois, dans la formation, on nous apprend à savoir s'écouter, dans le sens où, quand on
se rend compte qu'on est face à un cas où on n'arrive plus à être professionnel, c'est-à-dire c'est vraiment le côté objectif qui intervient auprès de la personne, mais c'est la place de la personne humaine qui prend beaucoup plus place. Il faut tout de suite arrêter. On a le droit de dire à la personne, je ne peux pas poursuivre les séances parce que c'est mieux pour vous que ça soit un collègue qui vous suive. Ça, c'est vraiment, encore une fois, un sens éthique de faire ça. Ouais. Donc, il faut savoir s'écouter. Il faut savoir connaître quels sont les cas, les problématiques avec lesquelles on a vraiment du mal. Parce que oui, il y en a toujours. Ouais. Et aussi, il faut savoir du coup arrêter et référer après vers un autre collègue. Et de deux, c'est aussi avec l'expérience que on sait choisir de ne pas parce que quand tu as évoqué le fait que parfois on a des cas qui touchent vraiment notre humanité, et oui, j'en ai vraiment vécu beaucoup de cas comme ça, et il faut de l'expérience pour savoir après mettre de côté le côté humain, le cœur humain qui a plus tendance à aller vers la sympathie pour pouvoir continuer, poursuivre, être là pour la personne. Je dirais que peut-être que ce qui nous a forgé, nous, les psychologues malagasy, dans ça, c'est le fait qu'on est encore très peu nombreux ici à Madagascar pour un grand nombre de populations. Donc, on est conscient qu'on doit vraiment faire beaucoup d'efforts pour se rendre disponible parce que les gens ont besoin de nous. Donc, il faut vraiment beaucoup de travail pour savoir avoir cette capacité de se rendre au maximum disponible pour la population. Mais en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut aussi savoir prendre soin de soi en tant que thérapeute. Ouais. Est-ce que quand un professionnel consulte une personne, est-ce que il y a une méthodologie qui fait qu'en fait on va toujours par exemple chercher le pourquoi du pourquoi. Je pose la question parce que ma question en fait c'est de savoir au final si jamais c'est une méthodologie qui est utilisée, est-ce que au final imaginons par exemple le 5e pourquoi, est-ce que généralement on se rend compte en fait que c'est pas en fait dû à ce qu'on peut qualifier, enfin en tout cas que moi c'est comme ça que je visualise la chose, de trauma en fait, qu'en fait on a vécu peu importe, un trauma qu'on a vécu par exemple il y a 15 ans et que en fait au final c'est vraiment ça en fait le problème et qui a en fait a généré un autre problème et au final qui fait que je suis comme ça aujourd'hui. Oui, ça dépend de l'approche adoptée par chaque psychologue en fait, parce que en psychologie il y a vraiment une multitude d'approches. Et donc, le psychologue choisit quelle approche lui convient, quelle est l'approche avec laquelle il ou elle est à l'aise. Ça peut être plusieurs approches aussi, mais du coup, ça dépend de l'approche. Mais oui, on peut en arriver justement à se rendre compte que le problème à la surface, pour lequel la personne est venue consulter au départ, la cause, la racine, c'est vraiment quelque chose de traumatique en profondeur qui s'est mis en place peut-être dans la petite enfance ou même quand la personne était encore dans le ventre de sa mère. Ah carrément, c'est possible ça ? Oui. Ah ouais. Il y a par exemple le domaine de l'épigénétique actuellement qui démontre que il y a des traumatismes, ce qu'on appelle traumatismes transgénérationnels qui se transmettent de génération en génération, qui peuvent. Enfin, c'est encore un champ de recherche qui est nouveau et qui est encore à développer, à vraiment vérifier, valider scientifiquement, mais ça commence à démontrer que ça modifie carrément les gènes, l'ADN. Ah ouais. Les traumas, oui. Ah ouais, quand même. Et du coup, est-ce que tous les humains ont un trauma ? On va pas généraliser en disant tous, mais quand même, je dirais que la majorité, oui. Tout simplement parce que c'est ça, notre méthode d'éducation
qu'on a hérité de nos aïeux, Mhm. il y a eu des failles en fait. En l'occurrence, par exemple, tout ce qui est violence, forme de violence ou d'agressivité, ça laisse des traumas en fait. Donc la majorité, on va dire oui. D'accord. Et après aussi, bon, pour le cas, par exemple, des Malagasy, si on parle de la population malagasy, l'extrême pauvreté aussi, ça laisse beaucoup de traces traumatiques, bien sûr. Écoute, cool. On arrive on approche de la fin de notre discussion. Moi, j'avais peut-être 2 dernières questions. Une qui concerne, donc la première qui concerne vraiment ton métier. C'est qu'est-ce que tu peux conseiller aux jeunes qui ont envie en fait justement de se lancer dans cette carrière de psychologue. Tu as été donc, parmi les premières à pouvoir étudier la matière, le domaine ici à Madagascar. Depuis, tu as acquis beaucoup d'expérience. Qu'est-ce que toi, tu peux leur partager à ces jeunes-là qui s'intéressent? Alors, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la psychologie, vraiment de plus en plus, parce que je sais que dans les 2 universités à Madagascar qui offrent la formation en psychologie, donc l'UCM, et à CAT aussi. À CAT, il y a aussi un département psychologie sociale et interculturelle. Il y a vraiment de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent, mais au final, qui se rendent compte qu'ils ne sont pas faits pour devenir psychologue. Donc ça, c'est déjà une première chose, de prendre le temps de se connaître. Bon, si c'est la manière aussi pour la personne de se connaître, oui, ça peut aider de suivre les études, oui. Et après, d'être vraiment préparé, parce que finalement, la profession de psychologue, c'est pas une profession facile. Bon, déjà pour les jeunes qui sont intéressés, il faut qu'ils sachent que ça demande 5 années d'études. C'est pour devenir réellement psychologue, exercer en tant que psychologue. Donc, et ces 5 années d'études ne sont pas faciles. C'est vraiment beaucoup d'épreuves à chaque année d'études. C'est pas facile. Donc, il faut être prêt pour ça. De toute façon, ça forge déjà le professionnalisme, tout ça. Et après, pouvoir se rendre compte que c'est un métier, une profession qui demande vraiment que l'être soit à disposition de l'autre, donc à vie, si c'est vraiment ça que tu veux faire comme carrière, si tu veux faire carrière dedans. Donc, se préparer à ça. C'est pas juste en se disant « Ah, j'aime bien aider parce que ça, là c'est la tendance actuellement. Tout le monde a envie d'aider, tout le monde aime aider, tout le monde... et en plus, avec le boom du développement personnel, tout le monde vraiment a envie d'aider. Et c'est très bien parce que, encore une fois, on a besoin de s'entraider. Par contre, pour exercer la profession de psychologue, il faut bien réfléchir parce que il faut voir loin, quoi. Est-ce que tu en as la capacité? Et dernière question, en fait, c'est un peu champ libre, en fait. Si jamais tu veux faire peut-être passer un dernier message, du coup, aux auditrices et auditeurs du podcast, tout ce que tu souhaites dire, c'est le moment. D'accord. Je dirais pour synthétiser tout ça, c'est que plus que jamais, actuellement, l'humain devient une priorité dans le sens où on voit bien ce qui se passe partout dans le monde. Il y a plein de choses qui s'effondrent, mais quelque part, moi, ma conviction, c'est que on a oublié en fait de mettre au centre l'humain. Parce qu'on a beaucoup plus pensé à autre chose que l'humain. Et c'est ce qui fait qu'il y a plein de choses qui s'effondrent parce qu'au final, c'est l'humain qui doit être au centre et qui est la priorité et principalement l'essence de l'humain. Que l'essence de l'humain ne dérive pas, qu'il n'y ait pas de dérivation ou de déviance. Donc, c'est très profond ce que je dis. Mais et chacun prend le message selon ce qu'il ou elle entend. Mais en tout cas, moi, c'est ma conviction. Donc, l'essence de l'humain et l'humain au centre, c'est aussi bien dans notre vie privée
se rendre compte que comment en fait mettre ça au centre dans la vie privée, si tu es une personne qui vit toute seule ou si tu es une personne qui vit avec une famille, et du coup l'essence de toutes les personnes qui sont là. Et pareil aussi dans le monde professionnel, comment faire en sorte que ça soit l'humain qui soit au centre, et donc toute la qualité, toute la quintessence de l'humain qui fait que les choses se passent bien. Oh, bah écoute, cool, merci beaucoup pour cette discussion, merci pour cet échange très enrichissant. Et bah écoute, moi, ce que je peux souhaiter, c'est vraiment le meilleur que pour tes projets pro, perso, et encore merci. Merci, et merci à toi aussi, et merci aux auditeurs et auditrices d'avoir suivi jusqu'à la fin.